va voir quelques rappels anatomo-physiologiques. On va voir ce qu'est la diarrhée, on va voir la définition de la diarrhée. Et ensuite, le syndrome de malabsorption, avec les différentes explorations de l'intestin grêle, biologiques, fonctionnelles, morphologiques, c'est-à-dire radiologiques, endoscopiques, et on verra un petit peu l'hémorragie d'origine grélique. Alors tout d'abord, comme rappel anatomique, l'intestin grêle, là, comme je vous rappelle, donc là, comme vous le savez, vous avez l'œsophage, l'estomac. Il commence avec le duodénum, le bulbe, là, que vous voyez là, c'est la première partie du duodénum. Ensuite, la deuxième partie du duodénum. Après, il y a D3, D4. Et après, il y a l'angle de Treitz. Et c'est donc l'intestin grêle que vous voyez là, qui est long, qui est 4 à 7 mètres. Puis après le grêle, vous avez la jonction entre le grêle et le côlon au niveau de la valvule iléocécale dans le cécum, et c'est le côlon. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le grêle, puisque la majorité des aliments sont absorbés dans le grêle. Au niveau du côlon, il y a juste des échanges, absorption de quelques sucres et un peu d'eau, mais en gros, on peut très bien se passer de côlon. On aura un transit plus accéléré, mais on ne peut pas se passer de grêle, parce que le grêle est nécessaire à l'absorption des nutriments, à tel point, comme on le verra, que les gens qui ont eu des résections itératives ou des maladies du grêle et qui passent en gros de 6 mètres d'un intestin normal à 1 mètre 5, 1 mètre, ils arrivent à ce qu'on appelle un grêle court. Et quand on a un grêle court, on n'est pas autonome pour absorber les nutriments et on doit à vie avoir un cathéter pour avoir une nutrition par les veines, une nutrition parentérale. Donc le grêle, c'est vraiment l'organe clé de l'absorption des nutriments. Alors, c'est une surface considérable, comme on va le voir, 400 mètres carrés, que la cellule épithéliale de l'intestin grêle, c'est l'entérocyte, et que le grêle est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure. Alors, pourquoi on a une telle surface de 400 mètres carrés sur 6 mètres de grêle? Parce que vous avez les villosités intestinales qui démultiplient la surface, voyez, et qui sont toutes vascularisées avec la possibilité justement d'absorption, et après les nutriments peuvent passer dans la vascularisation, et notamment le système lymphatique des villosités intestinales. Alors, c'est un site quasi exclusif donc, des nutriments, comme je vous l'ai dit. Non seulement de tous les nutriments, de l'eau, des électrolytes. Avant d'arriver en contact avec la lumière, les villosités intestinales, vous avez la digestion, qui ne dépend pas de l'intestin grêle. La digestion, ça dépend de l'estomac et des enzymes pancréatiques. Et par contre, l'absorption se fait uniquement dans l'intestin grêle pour après passer dans les vaisseaux qui vascularisent les villosités intestinales. Donc au niveau, le grêle proximal, on a vu le duodénum. Le duodénum, c'est juste après l'estomac avec, comme je vous l'ai dit, D1, c'est-à-dire le bulbe, D2, D3, D4. Et après le duodénum, c'est le jéjunum. Et après le jéjunum, c'est l'iléon. Donc le jéjunum, c'est ce qu'on appelle le grêle proximal. C'est là où il y a l'absorption notamment de fer, de calcium, de vitamines liposolubles. Ces vitamines liposolubles, par exemple ADEK, on verra, elles interviennent dans les facteurs la synthèse des facteurs de coagulation, l'albumine. Et dans l'intestin grêle terminal, dans l'iléon, par contre, sont réabsorbées les sels biliaires qui sont sécrétés par la bile. Au niveau de l'ampoule de Vater, vous avez des sels biliaires et qui sont réabsorbés qu'au niveau de l'iléon terminal. Et vous avez la vitamine B12 qui est réabsorbée au niveau de l'iléon terminal. Alors, la malabsorption, c'est lorsqu'il y a un défaut d'absorption des nutriments. Ça se manifeste généralement par une diarrhée qui est plutôt de type graisseuse, avec des carences, une altération de l'état général. Alors, on peut voir des malabsorptions parce qu'il y a des lésions des entérocytes, des cellules épithéliales, comme au cours de la maladie cœliaque, qui est une intolérance au gluten, où à ce moment-là, on verra les entérocytes, alors qu'il y a, normalement, il y a une destruction des entérocytes, et on verra qu'au lieu d'avoir des belles villosités, on a des villosités complètement raccourcies. On peut aussi avoir une atteinte du grêle par une atteinte inflammatoire, comme au cours de la maladie de Crohn.
Ou alors, on peut, en dehors de ces maladies qui entraînent directement des lésions du grêle, avoir un trouble moteur. Par exemple, on a un montage chirurgical qui fait qu'il y a des troubles de la motilité intestinale. Et du coup, on a des bactéries qui pullulent un peu, qui déconjuguent les sels biliaires. Et quand on déconjugue les sels biliaires, il y a une malabsorption des graisses. Donc, qui dit malabsorption des graisses, on verra, fait qu'il y a un excès de graisse dans les selles avec une stéatorée. Alors, ça, comment peuvent se manifester en dehors du problème de malabsorption les lésions du grêle? Elles peuvent se manifester par des saignements, mais toutes les causes de saignement du grêle ne sont pas forcément des causes de destruction du grêle. C'est vrai, par exemple, pour les maladies de Crohn, vous avez à la fois une atteinte intestinale lésionnelle avec des saignements, et vous avez un syndrome de malabsorption. Par contre, au cours de la maladie cœliaque, il n'y a pas de saignement. Il y a juste une malabsorption du fer. Et la carence en fer, elle est juste liée à la malabsorption. Elle n'est pas liée à un saignement digestif surajouté. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème au niveau de l'intestin grêle? Il peut y avoir une obstruction, c'est-à-dire une sténose. Les gens peuvent être en occlusion. Et dans ces cas-là, il y a un arrêt du transit. Ça peut être le cas, par exemple, au cours de la maladie de Crohn, lorsque vous avez une atteinte de l'intestin grêle sténosante, un rétrécissement de l'intestin grêle, il peut y avoir une obstruction, une occlusion. Et donc l'inflammation, on la retrouve au cours de la maladie de Crohn, mais on peut la retrouver au cours d'atteintes infectieuses autres qui entraînent une inflammation et chronique et qui peuvent favoriser la malabsorption. Alors, la diarrhée, c'est défini par des émissions quotidiennes trop fréquentes, de selles trop abondantes, liquides et très molles. Et en fait, on définit, pour être sûr que quelqu'un a la diarrhée, parce que parfois, c'est difficile de savoir si vraiment il s'agit d'une diarrhée. Vous pouvez hospitaliser les gens et vous demandez à l'infirmière tous les jours de recueillir les selles. Et on fait un poids de sel. Et quand on a plus de 300 grammes de sel par jour, ça définit vraiment la diarrhée. Parfois, il arrive qu'au cours d'un bilan, quelqu'un chez qui on explore une diarrhée chronique, on se demande s'il s'agit d'une vraie diarrhée ou si c'est quand même un sentiment de sel abondante, mais que finalement on veut objectiver. Et on peut être amené à faire ce qu'on appelle donc un fécalogramme, qui permet notamment de peser le poids quotidien de sel. Et effectivement, quand on a plus de 300 grammes de sel par jour, c'est vraiment une vraie diarrhée. Alors, la diarrhée aiguë, c'est quand c'est inférieur à 15 jours. Quand c'est prolongé, c'est 2 à 4 semaines. Et on définit une diarrhée chronique quand ça dure plus de 4 semaines. Alors, la diarrhée aiguë, c'est un début souvent brutal, alors qu'avant, on avait un transit normal. Très souvent, c'est lié à une cause infectieuse, mais il peut y avoir d'autres causes de diarrhée aiguë, comme par exemple une prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais la cause infectieuse est effectivement une cause très fréquente, en particulier dans des pays en voie de développement, c'est une cause majeure de mortalité. Elle est assez bénigne dans les pays industrialisés parce qu'on est capable d'avoir des mesures de réhydratation rapides. Ce qui peut faire suggérer l'origine infectieuse, c'est d'avoir du sang et de la fièvre, d'avoir un syndrome dysentérique. Et ça régresse le plus souvent, soit spontanément, soit sous traitement symptomatique ou en traitement antibiotique éventuellement, si on a la possibilité de mettre en évidence le germe. Alors, la diarrhée, en dehors de la diarrhée infectieuse, et notamment les mécanismes de la diarrhée sont très importants à évaluer au cours d'une diarrhée chronique. Classiquement, on distingue la diarrhée osmotique, c'est que généralement il y a une substance vasoactive qui entraîne un appel d'eau dans la lumière intestinale, comme pas mal de bonbons à base de polyol qui attirent comme ça, qui font un appel d'eau. C'est d'ailleurs le principe des laxatifs. Quand vous donnez du PEG pour une coloscopie, une préparation de coloscopie à quelqu'un, c'est un laxatif osmotique, ça reproduit cet effet d'attraction de l'eau et donc ça entraîne une diarrhée. Mais là, pour le coup, pour faire préparer les gens pour une coloscopie, c'est l'effet voulu, mais c'est le principe. Et ça, lorsqu'on fait un fécalogramme, on peut demander l'osmolarité des selles et on voit qu'il y a un défaut d'osmolarité et on peut dire qu'il y a un mécanisme notamment osmotique. Mais très souvent, dans une diarrhée, il y a plein de mécanismes confondus. Quand vous avez une maladie de Crohn qui entraîne une diarrhée,
vous pouvez avoir différents types de mécanismes. Vous avez la diarrhée sécrétoire, c'est comme ce qu'on voit au cours des diarrhées colériformes, avec notamment une augmentation, une diarrhée très liquidienne, qui peut entraîner des grandes pertes, par exemple, de potassium, des hypokaliémies, des diarrhées très très importantes. Ça peut se voir notamment au cours de diarrhées infectieuses. La diarrhée par trouble de la motricité intestinale avec accélération du transit, qui est postprandiale impérieuse, avec un raccourcissement du transit, où généralement, on va le voir, on peut mesurer avec un transit qui est raccourci, par exemple, qui est de moins de 6 heures, entre le moment où on ingère un aliment et le moment où l'aliment est évacué. Et parfois, on retrouve dans les selles des aliments qui n'ont pas été digérés de la veille. Donc ça prouve que le transit a tellement été accéléré qu'il y a eu un problème de digestion. Donc ça, c'est la diarrhée motrice par accélération du transit. Et puis, la diarrhée par malabsorption, comme je vous l'ai dit, c'est typiquement des lésions intestinales qui fait qu'il y a un défaut d'absorption des nutriments, soit parce qu'il y a une destruction des entérocytes, soit parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un trouble de la motilité intestinale avec une pullulation microbienne qui fait que les sels biliaires sont déconjugués et qu'il y a du coup une malabsorption des graisses et qu'il y a une stéatorrhée. Alors, ça peut aussi être lié à une maldigestion avant que les aliments soient en contact avec la lumière intestinale. Et ça veut dire qu'il peut y avoir un défaut de sécrétion de suc gastrique, biliaire ou pancréatique. Et puis, les défauts vrais d'absorption qui sont liés à une lésion de l'entérocyte. Enfin, la diarrhée exsudative, c'est une diarrhée où il y a une exsudation de lymphe, soit parce qu'il y a des grosses ulcérations de la paroi intestinale avec notamment une perte de protides, soit parce qu'il y a un blocage sur le retour du canal lymphatique. Et comme je vous l'ai dit, dans les villosités intestinales, il y a certes des vaisseaux sanguins, mais il y a aussi des vaisseaux lymphatiques, et que notamment les lymphocytes sont dans ces vaisseaux lymphatiques, et que s'il y a un blocage, par exemple, au niveau du retour du canal thoracique au cours d'une péricardite, enfin bref, il y a un blocage et il y a une hyperpression, il y a de la lymphe qui va perler de ces vaisseaux lymphatiques dans la lumière intestinale. C'est ce qu'on appelle des lymphangiectasies et ça crée des diarrhées exsudatives. Donc il y a un mécanisme soit lésionnel avec des ulcérations, soit une hyperpression sur le canal lymphatique et une espèce de perte de plasma et de lymphe dans le tube digestif. Et ça fait perdre beaucoup de protéines et du coup il y a moins de protéines dans le plasma et du coup il y a des œdèmes. Les gens ont des œdèmes, des épanchements des séreuses. Voilà, ça c'est la diarrhée exsudative. Et quand vous avez une maladie par exemple inflammatoire, vous avez à la fois une partie un peu exsudative liée aux ulcérations, à la perte de lymphe, mais vous avez aussi une malabsorption quand par exemple il y a une atteinte de l'intestin grêle avec une sténose et du coup on a du mal il y a un défaut d'absorption de la vitamine B12 et vous pouvez aussi avoir une petite parhydrique. Donc parfois dans une maladie intestinale peut provoquer une diarrhée en comprenant et un syndrome de malabsorption et des lésions exsudatives et une parhydrique voire motrice. C'est-à-dire que là on vous donne des principes mais parfois les principes sont intriqués. Par contre, au cours de la maladie cœliaque, qui est simplement une maladie de l'entérocyte, il y a juste le mécanisme de la malabsorption, point barre. Alors, comment on va surtout se pencher sur le syndrome de malabsorption? Comment on peut suspecter un syndrome de malabsorption par les carences que ça entraîne? Donc, il y a une malabsorption du calcium, de la vitamine D, on peut avoir une ostéoporose, des troubles osseux, une ostéomalacie. On peut avoir des troubles donc, du calcium, de magnésium, on peut avoir des crises de tétanie. Typiquement, contre la maladie cœliaque, il peut y avoir une distension un peu abdominale, mais ça, c'est des signes classiques qui ne sont pas toujours retrouvés. Une déshydratation du fait de la diarrhée. Quand il y a un défaut des vitamines liposolubles ADEK qui sont indispensables pour synthétiser certains facteurs de la coagulation, et on a un défaut de synthèse de certains facteurs de la coagulation et du coup, dès qu'on